Tous, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous allons parler ZFE avec Laureline et Sandrine, des spécialistes, de la logistique urbaine. Donc, Alpes Supply Chain est ravi d'avoir, identifié et trouvé et travaillé ce sujet avec des expertes qui vont pouvoir nous en apprendre davantage. Un sujet, qui, est pourtant, d'actualité et dont personne ne sait grand-chose finalement puisque, on voyage dans l'inconnu avec la ZFE et on a la chance que Sandrine et Laureline nous éclairent davantage aujourd'hui. Donc merci à vous deux. Je vous laisse la main pour nous présenter ce sujet hautement passionnant et d'actualité. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette introduction. Donc, nous sommes des expertes, alors entre autres surtout de la logistique urbaine avec Laureline. Pour la présentation aujourd'hui, donc moi je suis Sandrine Cuyeux, la fondatrice et dirigeante de Mobi Academy, qui est un organisme de formation qui est dédié à la logistique urbaine durable, et Laureline Angot, qui est mon associée, qui est consultante en logistique urbaine et formatrice. Mais peut-être que je te laisse juste te présenter, Laureline. Oui, merci, mais je pense que tu as tout dit. Donc, consultante et formatrice en logistique urbaine et associée donc à Sandrine auprès de Mobi Academy. Voilà, donc aujourd'hui, on va venir essayer d'éclairer votre lanterne, je dirais, sur ce sujet qui est complexe et d'actualité, donc les ZFEM. Alors le M, c'est vrai qu'on ne le met pas toujours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, c'est zone à faible émission de mobilité. Le programme de notre webinaire ce matin, on va commencer par un contexte de cette mise en place des ZFE, l'objectif des ZFE. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur la concrétisation de la mise en place des différentes ZFE. Et puis, bien sûr, les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui, leur mise en pratique. Et puis, on finira sur les questions-réponses. Vous pouvez nous interrompre à tout moment. Jean-Baptiste se charge de vous ouvrir le micro, en tout cas de vous donner la parole pour que nous puissions répondre. Donc, n'hésitez pas, mais quoi qu'il en soit, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Tout le monde m'entend? Est-ce que c'est bon? J'ai peut-être l'image figée par un réseau qui n'est pas optimal, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre et voir la présentation. C'est bon? C'est tout bon. En Tout bon. Haute-Savoie, ça capte. Bon, vous avez de la chance. Alors, c'est parti pour le contexte des ZFE. Les ZFE, en brièvement, donc on va juste revenir sur la définition. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des zones à faible émission mobilité qui sont destinées à protéger des gaz polluants les populations des villes les plus denses en réduisant les émissions de CO2 par l'interdiction de circulation de véhicules, de certains types de véhicules. Donc, pour faire un petit point, en tout cas, sur l'historique des ZFE d'un point de vue législatif, quand on refait un peu l'histoire de la mise en place des ZFE, on remonte à 2015 avec les accords de Paris et de la COP 21, où les 196 pays présents décident de limiter à une réduction de 2 degrés d'ici à 2100 la hausse des températures. Donc, pour ce faire, il y a un premier décret ensuite qui va être mis en place en 2017 et où on voit l'instauration de vignettes critères, c'est-à-dire certificat de la qualité de l'air, donc qui est un dispositif obligatoire dans ce qu'on appelle à l'époque les ZCR, c'est-à-dire les zones à circulation restreinte, qui sont déjà mises en place dans certaines grandes villes et lors de pics de pollution, on voit une réduction de la circulation. Alors, de mémoire, je crois que c'était déjà le cas il y a bien longtemps à Grenoble. Donc voilà, c'est en tout cas l'ancêtre, entre guillemets, des ZFE. Ensuite, on va avoir la loi LOM qui va vraiment entériner ce sujet avec la loi d'orientation des mobilités et qui va en fait transformer, je dirais, cette mise en place de ZFE. D'abord par la mise en place d'une phase test où on va retrouver 15 territoires qui se sont engagés dans un premier temps à déployer ou à renforcer une première ZFE d'ici 2020
Donc, on voit les noms apparaître ici. Donc, en fait, à l'issue de ce choix de ces premiers territoires qui se sont lancés sur la mise en place des ZFE, on évalue déjà, comme une phase d'expérimentation, quel est le périmètre pertinent pour la mise en place de ces ZFE, les catégories de véhicules qui sont à inclure dans le dispositif. On évalue aussi, dans un premier temps, l'incidence finalement sur la qualité de l'air, sur l'organisation de la logistique du dernier kilomètre. Et puis, on va voir aussi des expérimentations qui sont destinées à accélérer le renouvellement de véhicules anciens par des véhicules qui sont moins polluants. Donc, l'ADEME a accompagné toutes ces collectivités techniquement et financièrement avec un budget de 1,3 million qui avait été alloué à cet effet. Donc, de manière générale, en tout cas, pour mettre en place une ZFE, il va y avoir plusieurs étapes. D'abord, des études de préfiguration sur l'ensemble de la zone, l'élaboration d'un projet et puis une consultation entre les habitants, les parties prenantes, les acteurs économiques pour arriver à la signature d'un arrêté et puis la mise en place, l'installation des panneaux signalétiques et puis le contrôle de la ZFE. Voilà un peu dans la schématisation. Pour continuer sur l'historique législatif, on va terminer l'installation en tout cas de ces ZFE par la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui là oblige la création d'une ZFE dans toute agglomération de plus de 150 000 habitants avant le 31 décembre 2024. Donc aujourd'hui, ça adresse 45 agglomérations qui sont concernées par ce dispositif de mise en place de ZFE. On s'arrête aujourd'hui en 2023, donc la mise en place 2024, autant dire que c'est demain par rapport au travail que demande la mise en place d'une ZFE. Donc aujourd'hui, il y a 11 ZFE qui sont actives en 2023, que vous pouvez voir sur la carte. Donc les petites boules bleues, toutes les autres sont celles qui sont à l'étude de la mise en place, ou en tout cas qui ont le projet de mise en place, qui sont plus ou moins avancées. Donc il y en a quand même quelques-unes sur la région Rhône-Alpes. Donc voilà pour la partie historique, je dirais, de la mise en place de ces ZFE. Et puis, quand on s'éloigne un petit peu et qu'on passe les frontières, voilà, c'est pas, la France n'a pas été le seul pays concerné, bien évidemment, par ces mesures, puisque le projet est initié par l'Europe. Donc, le premier pays européen à avoir instauré une ZFE, c'est la Suède en 1996. Ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir du recul finalement sur l'impact et l'efficacité de la mise en place d'un tel dispositif. Le dernier en date, c'est l'Espagne il y a 3 ans. Donc, en tout, l'Europe aujourd'hui a plus de 230 villes ou métropoles qui ont une zone avec une réduction de circulation et qui, on peut évaluer en tout cas le bénéfice de chacune, même si c'est très difficile d'évaluer d'une ZFE à une autre l'impact sur la qualité de l'air. On peut voir qu'il y a en moyenne, en tout cas, une réduction des concentrations de particules fines de 10 à 15% sur la mise en place de ces ZFE-là. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui une mise en place très européenne de ce dispositif. Néanmoins, il y a d'autres régions aussi dans le monde, donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu plus loin parfois que son territoire. Mais il y a aussi d'autres régions dans le monde qui ont mis en place ce genre de procédés. Il y a des ZFE en Californie, à Tokyo, à Bombay, en Amérique latine. La pollution atmosphérique liée à nos modes de mobilité, évidemment, elle concerne le monde entier, je dirais. Nous allons ensuite aborder l'objectif en fait de ce dispositif. Je vais laisser la main à Laureline qui va vous présenter justement l'objectif à atteindre pour la mise en place des ZFE. Merci Sandrine, bonjour à tous. Alors, juste pendant ma présentation, je pense que je vais couper la caméra parce que j'ai des problèmes voilà, je capte mal, c'est un peu haché, je suis désolée, je la réactiverai après, ce sera mieux pour la bande passante. Donc Sandrine a pu vous présenter précédemment la définition du dispositif ZFE, mais il est important de rappeler donc, dans cette partie qu'il s'agit surtout d'un dispositif donc, soutenu par l'État, destiné à faire baisser les émissions de polluants, notamment dans les grandes agglomérations, pour améliorer la qualité de l'air et garantir surtout la réduction des nuisances sur la santé publique, le transport routier étant l'une des principales sources de pollution en ville.
Ceci parce que de nombreuses villes dépassent régulièrement les valeurs fixées, les valeurs seuils fixées sur les 12 polluants réglementés. Donc, c'est une question cruciale de santé publique. L'État français a d'ailleurs, je pense que vous le savez, mais été condamné pour inaction climatique et ce n'est pas un cas isolé. Au total, on compte à peu près 11 membres de l'Union européenne qui sont concernés par les déplacements. Donc, il y a plusieurs sous-objectifs en fait sous-jacents qui découlent de ce dispositif ZFE, dont les principaux, donc la réduction des gaz à effet de serre et des particules fines, mais également la réduction de la pollution sonore. Donc, on va revenir principalement sur ces deux principaux objectifs. Donc, pour le premier, il est important de rappeler qu'on attribue souvent la pollution de l'air au seul gaz à effet de serre. Sandrine, je pense que tu peux passer l'autre slide, merci. Au seul gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont présents en effet à l'état naturel dans notre atmosphère, mais l'augmentation en fait de leur concentration du fait des activités humaines est responsable de l'augmentation de la température moyenne et du dérèglement climatique. Donc c'est ce changement climatique qui génère aussi des modifications profondes de notre environnement et qui va avoir des conséquences en fait directes sur notre capacité physique à évoluer en bonne santé dans cet environnement. Donc à partir de là, on peut voir apparaître l'explosion de maladies à vecteurs, la propagation de virus, l'augmentation des problèmes de santé, par exemple liés à la détérioration de la qualité de l'eau et de l'air, l'augmentation de l'exposition à des allergènes, l'essor de l'impact des rayonnements ultraviolets, etc. Tout un tas de problématiques sanitaires. On peut aussi ajouter donc à cette liste en fait de problématiques sanitaires les migrations de populations humaines qui vont être forcées de quitter leur territoire à cause du changement climatique et ces migrations risquent d'être de plus en plus importantes dans les années à venir avec les enjeux associés. Mais il y a d'autres coupables que les gaz à effet de serre, notamment les particules fines, qui, elles, en fait, ont un impact très important sur la santé des personnes. Elles ont un impact, en fait, direct, mais surtout chronique, avec des effets divers et variés, qui peut aller de l'irritation des yeux, du nez, jusqu'au décès. La Santé publique France, association, attribue environ 40 000 décès par an liés aux particules fines. Les citadins donc, sont plus touchés que les habitants des territoires ruraux, en relation notamment avec le nombre d'habitants, la concentration des activités humaines et l'exposition donc, à ces nuisances, à l'origine notamment des transports routiers. D'ailleurs, il y a une étude en 2016 par l'Agence Santé publique France qui montre que pour une personne âgée de 30 ans, dans les agglomérations les plus polluées, l'espérance de vie est réduite de 2 ans à peu près. Donc, depuis 15 ans, on voit que la mauvaise qualité de l'air dans les grandes métropoles a conduit donc un certain nombre de pays européens à prendre des mesures pour restreindre, voire donc interdire l'accès au centre-ville aux véhicules les plus polluants. Donc, c'est le cas de la mise en place des ZFE. Et plusieurs études internationales montrent les bénéfices donc, sanitaires de telles actions. On va le voir un peu après. Donc, je parlais en introduction d'un autre objectif sous-jacent qui est la pollution sonore. Le terme de pollution sonore, il faut savoir que ça désigne en fait toutes les nuisances acoustiques provoquées par les activités humaines qui impactent la santé, du fait que le niveau sonore est trop élevé, la répétition trop fréquente. Et il faut savoir que la pollution sonore touche tout le monde. Elle n'épargne pas en fait les écosystèmes sauvages et les animaux, par exemple. Oui, je vous enverrai le lien. Ah, merci, super. Je lisais dans le chat en même temps. Par exemple, donc, les espèces qui utilisent l'écolocalisation pour se déplacer et communiquer sont des cibles en fait, importantes de cette pollution. À noter par exemple que pendant le confinement, en fait, en mars 2020, là, il y a eu une diminution globale du bruit dans les agglomérations, dans les centres-villes, et ça a permis un changement positif pour de nombreuses espèces. Donc, les causes de la pollution sonore sont variées, diverses. On peut citer par exemple les bruits de chantier, le transport, la circulation, le voisinage, les bruits liés à l'environnement professionnel, aux activités professionnelles, que ce soit les industries, l'artisanat, le commerce, etc. Et selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la pollution sonore est qualifiée comme le second facteur environnement derrière donc la pollution atmosphérique qui provoque des dommages sanitaires qui sont irréversibles. Et toujours selon l'OMS, donc la valeur seuil en fait d'exposition au bruit, la valeur limite est de 68 décibels, donc au-delà desquels les populations courent des dangers importants en fait en termes de santé. Donc, les externalités négatives de cette pollution, donc autrement dit, ses conséquences sur la santé et sur l'économie ont été étudiées et recensées par l'ADEME notamment, et qui évalue le coût social du bruit, donc payé par la collectivité pour compenser les nuisances associées, à environ 155,7 milliards d'euros par an.
Donc, ce coût social, ça prend en compte le coût sanitaire, en fait, qui sont liés aux maladies, les médicaments permettant de les soigner, ou la mortalité prématurée, donc liée à la pollution sonore. On va voir avec des chiffres un peu après. Mais à ce coût social, en fait, il faut ajouter aussi les coûts économiques. Par exemple, on peut citer la décote de l'immobilier, les répercussions économiques liées au manque de productivité. Il faut savoir que le bruit est associé, par exemple, à environ 11% des accidents de travail. Donc, de manière plus précise, je le disais, les nuisances sonores donc, dégradent la qualité de vie, la santé mentale, mais également la santé physique, mais également mentale plutôt. Et en cas d'exposition prolongée, la pollution sonore peut avoir en fait divers impacts. Ça peut aller en fait du stress, de l'irritabilité, de la fatigue, un épuisement général, mais également des conséquences un peu plus graves, avec des effets auditifs, mais aussi extra-auditifs. Donc, des pertes, par exemple, de l'audition, mais également des maladies cardiovasculaires. Donc, je parlais des chiffres tout à l'heure pour un peu illustrer mes propos. En Europe, par exemple, on peut compter 900 000 cas d'hypertension liés à la pollution sonore, 43 000 hospitalisations et 1000 décès prématurés. C'est notamment lié avec une présence de 350 000 logements en fait, qui sont situés proches des voies de transport terrestre et qui sont exposés à des niveaux de pollution sonore qui sont assez problématiques. Donc, on peut le comprendre que dans les années à venir, avec l'évolution démographique, avec la demande accrue de mobilité, enfin, on peut comprendre qu'il est peu probable en fait que le bruit soit réduit donc de manière drastique, pardon, c'est difficile à dire. Mais le développement des zones à faible émission donc, peut être une des solutions en fait, pour réduire la pollution sonore en parallèle de la pollution atmosphérique. Il y a d'autres mesures. Il y a des mesures réglementaires avec des valeurs seuil à ne pas dépasser en cas de sanction. Il peut y avoir d'autres actions comme la conduite écologique aussi qui peut avoir des effets positifs sur la pollution sonore. Et de manière générale, donc on parlait des ZFE, de la conduite écologique, de manière générale, il faut noter que la voiture électrique, enfin le véhicule électrique peut favoriser donc la baisse de la pollution sonore, notamment en ville. C'est un véhicule qui pourrait être presque totalement silencieux, mais l'Union européenne a imposé en 2019 l'ajout d'un bruit artificiel pour permettre d'entendre le véhicule arriver. Merci Jean-Baptiste. Donc, je parlais tout à l'heure des bénéfices des ZFE sur ces différents... Merci Sandrine. Des bénéfices sanitaires donc, sur ces différents polluants. Certains bénéfices sanitaires ont été mesurés, donc selon différentes hypothèses, selon différents niveaux de restriction, notamment 3 niveaux de restriction pour la mise en œuvre d'une ZFE dans une métropole comme Paris. Et parmi les éléments marquants en fait, de ces bénéfices, ces évaluations ont montré que la mise en œuvre d'une ZFE donc dans une métropole comme Paris produirait des bénéfices sanitaires en matière de pathologies chroniques et de décès, et que ces bénéfices sont particulièrement importants et marqués chez les enfants, donc quel que soit le scénario. Ce qu'il faut noter, c'est que plus le scénario concerne un nombre de véhicules important, plus le bénéfice attendu est large. Donc, il s'échelonne à peu près entre 0,3% et 4% de baisse des nouveaux cas d'asthme, par exemple, chez l'enfant. Et ces études, ces évaluations montraient aussi que les bénéfices pourraient s'étendre en fait au-delà du périmètre du dispositif. En fait, plus le périmètre du dispositif est large, plus les bénéfices attendus peuvent être importants. Et ça montre que ces bénéfices sanitaires en fait sont positifs en fait pour un large spectre de population et qu'il y a une certaine équité sociale en fait. Plus le périmètre de la ZFE est large, bien sûr. Donc, j'ai essayé un peu de vous dresser, de vous dresser le portrait, de vous brosser le portrait un peu de ces objectifs pour comprendre vraiment l'intérêt et le pourquoi de cette mise en place des ZFE. Donc, au-delà de l'impact environnemental, il y a vraiment un impact et un enjeu de santé publique. Maintenant, on va essayer d'évoquer un peu plus en détail la mise en place et tous les dispositifs en fait internes à la mise en œuvre de ce dispositif. Donc, premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il s'agit d'un dispositif qui est en collaboration donc entre l'État, les collectivités, les acteurs concernés, et que les collectivités territoriales s'engagent, tout comme l'État d'ailleurs, à mobiliser l'ensemble des leviers pour permettre de faire du déploiement de ces zones un succès, à la fois sur la qualité de vie, la santé des citoyens, mais en veillant aussi en parallèle à garantir aux habitants les conditions de mobilité satisfaisantes et aux entreprises, bien sûr, un environnement économique compétitif. Donc, il y a une liste d'engagements réciproques que je vous invite à regarder sur le site du gouvernement.
Donc, premièrement, on va évoquer les vignettes et certificats critères. Effectivement, le principe de la ZFE, donc on l'a dit, Sandrine a essayé de vous l'expliquer en introduction, c'est de limiter donc la circulation des véhicules les plus polluants, donc dans un périmètre défini. Ce périmètre est décidé notamment par les métropoles et les agglomérations. On le verra un peu après, qu'il y a des spécificités locales. D'une manière pratique, donc pour circuler, il y a une vignette critère qui doit être apposée au pare-brise. Donc, elle permet de distinguer les véhicules en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques. Et les véhicules les plus polluants et les non classés ne pourront pas rouler dans la ZFE et n'ont pas de certificat critère. Donc, le certificat qualité de l'air est obligatoire pour deux principales raisons. Circuler donc dans les ZFE, les zones à faible émission, qui sont mises en place par les collectivités territoriales, ou lors des périodes de pic de pollution atmosphérique, qui donnent aussi lieu à des restrictions de circulation. Donc, il faut savoir que Critère, en fait, c'est avant tout un outil qui est au service des collectivités locales qui engagent des mesures volontaristes en faveur de la qualité de l'air. Donc, l'automobiliste qui a effectué en fait les démarches pour obtenir un certificat qualité de l'air pourra, en fonction effectivement de la classe du certificat et des règles prises par les collectivités, avoir différents avantages, donc bénéficier de modalités, par exemple, de stationnement favorable, obtenir des conditions de circulation aussi privilégiées, circuler, bien sûr, dans les zones à faible émission. Et la position d'un certificat est obligatoire. Donc, de manière pratique, c'est le certificat critère qui définit, en fait, comme on l'a dit, le niveau attribué à un véhicule, mais il y a des spécificités. Donc, à l'intérieur de chaque ZFE, les métropoles, les communautés d'agglomération, elles sont libres, en fait, de fixer différentes dispositions, tels que, entre autres, le périmètre géographique, mais pas que. Par exemple, donc pour prendre en exemple le calendrier de mise en œuvre, le gouvernement a fixé un cadre national en fait, pour la mise en œuvre de ces zones à faible émission. La première échéance, je crois que Sandrine aussi le précisait, a été fixée au 1er janvier 2023, donc avec une mise en place progressive, c'est-à-dire qu'à partir de 2023, donc ce sont les véhicules critères 5, on va voir, vous avez, les critères sur la présentation, je vais un peu plus les détailler après. Donc à partir de 2023, ce sont les véhicules critères 5 qui ne pourront plus accéder aux zones à faible émission. En 2024, cela passe au critère 4 et en 2025 au critère 3. Mais à ce calendrier, les villes ont ajouté des règles propres. Il y a certaines spécificités. On va peut-être le voir tout à l'heure avec un exemple. Donc, les véhicules, donc vous l'avez sur la présentation, sont répartis en 6 classes environnementales. Donc, à l'exception, comme je le disais, des véhicules qui sont les plus polluants et qui sont non classés, qui n'ont pas le droit donc, au certificat qualité de l'air. Cette classification, elle est nationale et elle dépend en fait du type de véhicule, de sa motorisation, de son âge, de la norme européenne d'émissions polluantes qu'il respecte, dite donc norme Euro. Et il y a une classe spécifique qui est réservée aux véhicules zéro émission moteur, donc la classe 0. Il faut savoir que la classification du véhicule, elle est valable pour toute la durée de vie du véhicule. Et de manière succincte, en fait, pour reprendre un peu cette classification, ce qu'il faut retenir en fait principalement, c'est que critère 0 correspond donc aux véhicules zéro émission moteur. Les critères 1, 2, 3 représentent les critères les plus courants et qui concernent normalement les véhicules les plus récents. Au-delà, il s'agit en fait principalement de véhicules anciens au diesel les plus polluants. Pour connaître la catégorie de véhicules et obtenir ces critères, ces vignettes critères associés, il faut que vous vous rendiez sur le site du gouvernement principalement, donc voilà, que vous avez sur la présentation, donc www.certificat-r.gouv.fr. De cette façon, vous pourrez commander aussi vos vignettes. Donc, il y a plusieurs façons pour commander ça ou ces vignettes. Pour un véhicule, par exemple, vous pouvez le faire en ligne, donc sur le site que je viens de citer, ou par courrier, donc en remplissant le formulaire qui est téléchargeable sur le même site. À ce formulaire, vous joignez votre règlement et vous envoyez le tout à l'adresse qui est indiquée. Pour une flotte de véhicules, ça se fait exclusivement en ligne, donc sur le site, toujours le même site. Il y a un espace professionnel qui est sécurisé et qui est disponible, et par contre, ça nécessite de se créer un compte en amont. Attention, il faut préciser que certains sites Internet peuvent être frauduleux et peuvent proposer des vignettes critères qui ne sont pas homologuées. Donc, il faut faire attention à ça et voilà, et procéder comme je viens de le dire. Le coût est de exactement 3,72 € et en fait, ce coût, ce n'est pas une taxe, hein, ça sert juste à couvrir les coûts du service qui le délivre.
Donc, une fois la demande effectuée, vous recevez par courrier donc, électronique un récépissé en fait, qui vous atteste de la catégorie du certificat en attendant de recevoir votre certificat par la poste. Et vous pouvez par contre suivre votre demande en ligne grâce au formulaire donc, sur le site qu'on a cité jusqu'à présent. Donc maintenant, on a parlé des certificats, des vignettes critères. Maintenant, je vais vous parler des amendes et de tout ce qui est lié au contrôle. Puisqu'en fait, la mise en œuvre de sanctions par des amendes et le contrôle en fait, permettant de respecter les règles sont destinés principalement à faire respecter les restrictions et le dispositif en fait, qui on le comprend, ne pourra être efficient qu'avec un contrôle efficace. Le contrôle, c'est en effet un enjeu déterminant pour le bon fonctionnement de la ZFE et le gouvernement a annoncé en fait la mise en place d'un système de contrôle-sanction automatisé au second semestre 2024. Donc, ce dispositif, il s'appuiera sur la lecture automatisée des plaques d'immatriculation et les appels d'offres ont été lancés pour trouver les opérateurs. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'année 2024 va représenter vraiment une année charnière entre les processus de pédagogie et le respect vraiment strict du dispositif par le biais des amendes et des contrôles. Mais il existe aussi des disparités entre les agglomérations à ce niveau. Donc, de manière plus précise, pour vraiment détailler les sanctions et les amendes à proprement dit, il faut noter qu'il y a différents types d'amendes en fonction de la catégorie du véhicule. Donc, par exemple, vous l'avez sur la présentation, mais pour un VL, un 2 ou 3 roues ou un véhicule utilitaire, si vous voulez vous déplacer en ZFE avec un véhicule qui est non autorisé ou sans vignette critère, ça pourra être sanctionné par une amende qui peut aller jusqu'à 450 €. Mais en général, il s'agit d'une amende forfaitaire, donc de 68 €. Et la même amende, il faut noter, est prévue si vous ne respectez pas également les restrictions de circulation en cas de circulation différenciée lors des pics de pollution. Pour un poids lourd, donc pareil, si vous vous déplacez avec un poids lourd qui est non autorisé ou sans vignette critère, c'est sanctionné par une amende qui peut aller jusqu'à 3 750 €, mais en général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €. À tout ça, il faut retenir qu'il y a toutefois des dérogations. Donc, il y a des dérogations qui peuvent être de plusieurs types. Il y a des dérogations à la fois au niveau de la mise en œuvre de la ZFE et des dérogations après sa mise en œuvre, vraiment pour le fonctionnement. Donc, on va en parler un peu plus en détail. Donc, il y a certaines dérogations nationales et à ces dérogations, il y a également des dérogations locales qui viennent un peu plus complexifier la compréhension du fonctionnement des ZFE. Donc, on va parler d'abord des dérogations liées à la mise en œuvre des ZFE. Donc, depuis notamment le décret en fait, du 23 décembre 2022, les agglomérations de plus de 150 000 habitants peuvent déroger à la règle de mettre en place les ZFE dans 2 cas de figure principalement. Premièrement, si elles démontrent que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote sont inférieures ou égales au niveau correspondant à celui de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui sont plus exigeants que les valeurs limites européennes actuelles, donc soit sur l'ensemble des stations fixes de mesure de la qualité de l'air de son territoire, soit pour au moins 95% de la population de chacune de ces communes, et ceci pendant au moins 3 années sur les 5 dernières qui se sont écoulées. Ou, deuxième cas de figure, si les agglomérations proposent des mesures alternatives d'effet équivalent sur l'ensemble de l'agglomération ou pour au moins 95% de la population de chaque commune. Et elles doivent démontrer en fait au plus tard 18 mois avant l'échéance d'obligation d'instauration que les actions qui ont été mises en œuvre permettent d'atteindre les concentrations, ne dépassent pas les concentrations limites, soit donc avant le 30 juin 2023. Donc, comme je le disais, outre ces dérogations donc à l'élaboration vraiment de ZFE, il existe également des dérogations après leur mise en œuvre qui sont valables sur le territoire national. Donc, différentes dérogations, à la fois pour les véhicules de service public, c'est-à-dire les véhicules d'intérêt général prioritaires, comme les véhicules de service de police, de gendarmerie, de douane, de lutte contre l'incendie, les véhicules d'intérêt général aussi qui bénéficient de facilités de passage, tels que les ambulances, les véhicules d'intervention, quoi d'autre, les véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains, etc. Les véhicules également du ministère de la Défense. Et il y a également des dérogations pour le transport de personnes, donc les véhicules affichant une carte donc mobilité inclusion et les véhicules de transport en commun de personnes donc à faible émission.
Il existe aussi, comme je le disais, à ces dérogations nationales, des dérogations locales. Pour ceci, il faut être assez proactif, en fait. Donc, je vous invite à regarder les sites Internet des collectivités concernées qui décrivent assez bien les dérogations locales qui s'ajoutent à ces dérogations nationales. Donc, on voit qu'il y a un cadre national dans la mise en œuvre des ZFE avec des règles nationales, mais il y a aussi des applications locales avec des disparités, ce qui peut complexifier la bonne compréhension pour chaque ZFE. On a souhaité, pour illustrer un peu ces propos, prendre l'exemple de la métropole de Lyon pour montrer que ça ne se passe pas partout pareil. La mise en œuvre en fait de la ZFE de la métropole de Lyon découle d'une feuille de route très collaborative, donc avec un site internet dédié. Il y a eu en effet beaucoup de consultations donc auprès de particuliers, des acteurs économiques locaux, qui ont permis d'adapter en fait la mise en place par rapport aux difficultés qui ont été remontées. La métropole de Lyon a souhaité vraiment procéder par collaboration, par co-construction pour trouver un compromis et un juste équilibre entre les bénéfices santé donc qui sont attendus et les contraintes qui peuvent être occasionnées. Et la mise en œuvre de la ZFE a été vraiment vécue et vue comme étant une opportunité pour accélérer également le déploiement de solutions de mobilité pérennes et la mise en place d'infrastructures pouvant accompagner ce dispositif, tels que les parcs relais, des facilités de recharge des véhicules propres, etc. Au niveau du périmètre, donc vous avez sur la carte, la ZFE, elle s'étend sur plusieurs communes. Donc c'est un périmètre qui a été décidé par la métropole. Je crois que Sandrine… Non, c'est bon. Je ne sais pas si Sandrine… Oui, c'est là. Ah, c'est là. Ok. Je croyais que tu étais partie, que ça buguait. C'est moi qui ai bugué alors. Au niveau du calendrier, donc à compter du 1er septembre 2022, sont interdits donc les véhicules critères 5 et non classés. La métropole de Lyon avait également souhaité pousser l'interdiction donc aux véhicules critères 2 à l'horizon 2026, mais ça a été aujourd'hui reporté de 2 ans à peu près. Pour mémoire, donc la ZFE était déjà inaccessible avant le 1er septembre 2022 aux poids lourds et véhicules utilitaires légers classés critères 5, 4, 3 ou bien sûr non classés. Les restrictions donc, dans la métropole, elles sont valables donc, au sein du périmètre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et elles concernent à la fois la circulation et le stationnement. Si donc, la nouvelle réglementation est entrée en vigueur, donc, elle, au 1er septembre 2022, la métropole elle a tenu à mettre en place tout de même donc, une phase pédagogique de 4 mois, donc jusqu'au 31 décembre 2022, pour permettre à chacun en fait, de prendre le temps de s'informer, d'adapter ses pratiques de mobilité et d'anticiper bien sûr ce dispositif. Au niveau des contrôles, ces contrôles, donc, comme au niveau national, sont effectués en premier lieu par les forces de police municipales donc, et nationales. Et à terme, ces contrôles seront bien sûr assurés par des radars donc à lecture automatisée également. Au niveau des aides, donc Sandrine va vous évoquer un peu plus précisément les aides nationales après. Ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole de Lyon propose aussi des aides financières, mais comme toute collectivité, les autres collectivités qui mettent en place des ZFE peuvent proposer des aides financières locales pour accompagner notamment les professionnels, mais également les particuliers dans la transition. Ces aides locales peuvent être cumulées avec les aides nationales. Donc, les aides sur la ZFE de la métropole de Lyon sont soumises à des conditions d'éligibilité. Donc, je vous invite à regarder sur le site. Il y a plusieurs critères d'éligibilité en fonction des cas. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces aides financières, elles sont valables à la fois pour l'achat, la location longue durée, la location avec option d'achat, pour les véhicules neufs comme d'occasion, pour des véhicules électriques, au gaz naturel, biogaz, à hydrogène, pour des vélos cargo mécaniques ou assistance électrique. Et il y a des limites, dans la limite de 6 véhicules pour les professionnels qui sont situés vraiment dans le périmètre de la ZFE, 3 véhicules pour ceux qui sont situés dans la métropole mais en dehors du périmètre de la ZFE et 1 véhicule pour les professionnels situés dans les communes, dans les communautés de communes aux alentours. Attention, la règle précise donc un engagement qui consiste à ne pas céder les véhicules subventionnés pour une durée minimum de 3 ans. Et ces véhicules doivent être utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle sur le territoire de la métropole. Attention également, la demande d'aide, elle doit être déposée impérativement avant toute nouvelle acquisition, sans quoi votre demande ne sera pas éligible. Pour faire une demande, vous pouvez aller sur la plateforme de services numériques que la métropole a mis en œuvre.
Il est possible, donc comme je le disais, la métropole précise qu'il est possible de cumuler les aides donc de la métropole avec celles de l'État et Sandrine vous les exposera un peu plus précisément. À tout ça, il existe également de nombreuses dérogations locales donc, qui permettent notamment pour certaines de s'adapter progressivement. Donc, il y a des dérogations à la fois permanentes, automatiques, qui concernent principalement les véhicules d'intérêt général, du ministère de la Défense, etc. Des dérogations temporaires de 3 ans, notamment pour les véhicules frigorifiques, les bétonnières, les camions-bennes, etc. Des dérogations également à caractère temporaire qui sont étudiées individuellement, comme par exemple, ça peut être des véhicules utilisés dans le cadre d'une manifestation exceptionnelle, dans le cadre de tournage. Des dérogations de 12 mois qui sont non renouvelables. Donc, ça peut être des véhicules d'entreprise, justement, qui peuvent justifier de l'achat de véhicules autorisés avec un délai de livraison important. Et il y a plusieurs démarches par rapport à ces dérogations, avec des modes d'emploi qui sont vraiment précisés sur le site. Donc, je vous invite vraiment à regarder le site internet qui détaille vraiment toutes les démarches à faire en fonction de chaque type de dérogation. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour gagner du temps, vous pouvez déposer l'ensemble de vos dossiers complets sur la voie électronique sur la plateforme de services numériques que propose la métropole de Lyon. Je crois qu'elle s'appelle Toudego. Je ne sais pas trop comment on dit, mais T2ODEGO. Merci. Je laisse Sandrine continuer sur les difficultés et de vous présenter aussi d'autres dispositifs qui permettent de compléter la compréhension. Merci, Laureline. Alors, effectivement, les difficultés aujourd'hui qu'on va rencontrer face à la mise en place d'une ZFE, ça ressemble un peu à un casse-tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mise en place d'une ZFE est bien sûr un enjeu environnemental. Donc, Christophe Schmitt, qui est le président de la commission logistique urbaine de l'Union TLF, résume assez bien la situation, puisqu'en fait, aujourd'hui, le problème vient du fait qu'il y a autant de ZFE que de villes, que de réglementations, que de dérogations et de spécificités. Donc, toute la problématique de la mise en place, je dirais, d'une ZFE, c'est que finalement, il n'y a pas d'harmonisation aujourd'hui, qu'il s'agisse du calendrier de leur mise en place, mais aussi il y a des vraies différences de traitement ou en tout cas d'absence de vision nationale de l'ensemble en fonction de la ZFE dans laquelle on se trouve. Donc, il y a des conséquences qui sont directes sur les particuliers, mais surtout sur les chaînes logistiques et sur les flottes de véhicules. Donc, il n'y a pas d'encadrement national finalement, ou en tout cas, il est assez léger pour l'instant. Bon, ça se met en place. Au niveau local, on peut dire qu'il y a peu de coopération entre les services, puisque bien souvent, les responsables ZFE ne sont pas toujours en lien avec leur homologue de leur service mobilité. Donc, il y a une mise en place, en tout cas, de transversalité qui est à faire. Et puis, à la fois des disparités de calendrier, différences de traitement. Mais quand on prend, par exemple, le cas de Grenoble, les restrictions, elles vont viser pour l'instant les seuls véhicules professionnels. Comme à Saint-Étienne ou à Nice ou à Toulouse, où en fonction de l'interdiction, on va différencier qu'on soit un artisan ou un particulier. Donc, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Et quand on prend l'exemple de Strasbourg, qui est assez innovant sur la mise en place, en tout cas, d'une logistique urbaine durable ou d'un fonctionnement durable dans sa ville, qui est précurseur, lui, la métropole de Strasbourg, met en place des phases pédagogiques avant d'entamer une concrétisation et évidemment le contrôle aussi de cette mise en place. Donc, il y a à la fois un manque de visibilité et d'harmonisation sur tous ces sujets, et il y a aussi une décarbonation qui est difficile aujourd'hui pour les professionnels. Donc, quand on fait le point sur les mobilités, en tout cas les possibilités de décarbonation d'une flotte de véhicules, alors c'est vrai que l'offre, en tout cas, s'est étoffée. On va retrouver l'électrique, l'hydrogène ou bien sûr les biocarburants, que ce soit du bio-GNV ou du bio-sang, des biocarburants liquides. Sur la partie des véhicules électriques, on va effectivement avoir certains voyants au vert, en tout cas sur la circulation dans une ZFE, puisque les plus, c'est qu'on a une vignette critère 0. L'impact sur l'émission de particules fines, il est très favorable. Les nuisances sonores également, Laureline en a parlé précédemment, donc il y en a pratiquement pas, si ce n'est à raison de sécurité, d'avoir un petit bruit quand même qui signale l'arrivée d'un véhicule électrique.
Si on s'attarde sur les moins, l'autonomie aujourd'hui, elle ne s'adapte pas à toutes les distances parcourues, ni à tous les secteurs d'activité, je dirais. Le temps de recharge est long aussi, donc c'est à intégrer dans la mise en place de ces tournées et à prévoir. Et puis, sur je dirais, les recharges électriques, sur l'autoroute aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une mise en place assez importante. Sur les centres-villes, il y a encore un axe de progrès assez important sur la mise en place de structures de recharge suffisantes. Et puis aussi, comment dirais-je, un petit signal d'alerte aussi, c'est les délais de livraison aujourd'hui qui sont clairement rallongés sur un véhicule électrique. Là où on pouvait attendre 3 mois jusqu'à il y a peu, jusqu'à une actualité récente, je dirais, aujourd'hui, il faut plusieurs mois pour avoir la livraison d'un véhicule électrique. Donc, et puis je ne veux pas lancer un débat, mais il y a aussi quid des batteries en fin de vie. Donc ça, ce sera un autre sujet. Mais c'est vrai que le jour où on en sera tous avec des véhicules électriques, savoir quoi faire de nos batteries sera un autre sujet. Mais c'est vrai que la priorité aujourd'hui, c'est certainement de se débarrasser du diesel, en tout cas. Pour la partie des véhicules hydrogène, la force en tout cas des véhicules à hydrogène, c'est qu'ils ont la force des véhicules électriques, mais sans les inconvénients, puisqu'il y a une autonomie qui est importante, rapidité pour faire le plein, et là aussi, l'impact sur les gaz à effet de serre est positif. Pour l'instant, c'est un marché, en tout cas les véhicules hydrogène, qui est pas encore mature. Donc, le coût, il est certes moins élevé que l'électrique, mais il est élevé quand même. Et la partie des véhicules biocarburants, donc ça reste finalement une solution alternative intéressante à la fois en termes de coûts et de bénéfices sur l'impact environnemental aujourd'hui. Mais c'est vrai que le coût, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire que l'électrique, il reste encore très cher à l'achat. Les véhicules au gaz, ils sont plus accessibles, mais aujourd'hui, il existe en fait des incompatibilités techniques auxquelles sont confrontées les entreprises sur la mise en place d'une ZFE. Donc, on se retrouve entre la réglementation d'un côté et la difficulté de la mise en place de l'autre. Donc, pour les transporteurs et pour les professionnels en général, il va falloir faire un choix entre les carburants, les motorisations, en tenant compte des contraintes des uns et des autres. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution parfaite, en tout cas pas encore. L'électricité des véhicules individuels, l'électrification, pardon, elle ne permet pas de réduire les nuisances qui vont être relatives à la congestion et à l'occupation de l'espace par les automobiles en ville. Donc, certes, ce sera moins polluant, mais en termes de congestion, il y aura une multitude de véhicules de petite taille qui poseront d'autres problématiques. Donc, ce sera certainement à voir dans un second temps pour les collectivités. Les infrastructures de recharge aussi aujourd'hui, comme je l'ai dit, elles sont insuffisantes. Donc, il va falloir aussi les adapter aux véhicules lourds et pas seulement aux véhicules légers. La cartographie des bornes de recharge, même si elle évolue très vite, voilà, il y a un travail vraiment important à réaliser là-dessus. Et puis, si on reste que sur le véhicule léger, il y a effectivement pas mal de solutions. Si on aborde le monde du poids lourd, aujourd'hui, les véhicules à hydrogène en 2050, ils seront certainement une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il existe voilà, des énergies qui vont permettre de répondre à certaines problématiques, mais la contrainte du coût, elle est vraiment prédominante aujourd'hui, quelle que soit la motorisation. À titre d'exemple, on prend un porteur diesel qui est réfrigéré, donc qui occupe pas mal l'espace le matin dans les centres-villes. Un porteur diesel réfrigéré, c'est 120 ou 150 000 euros. Un porteur GNV, on va être entre du 200 ou 250 000 euros. Et un porteur électrique, ça vaut 400 000 euros. Donc, vous voyez un petit peu le budget nécessaire pour le revêtement d'une flotte automobile pour les entreprises. Donc, en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est nécessaire finalement de faire coïncider le temps de l'action publique et celui du monde économique avec les contraintes que cela implique. Donc, il faudrait s'adapter au développement des technologies qui aujourd'hui est un peu en décalage par rapport à la mise en place rapide de la réglementation. Donc, si on devait passer au tout électrique en 2026, ce serait vraiment très compliqué. D'une part par le coût, mais aussi par les délais de livraison aujourd'hui de ce type de véhicule.
Donc voilà pour la partie en tout cas problématique sur les véhicules en eux-mêmes. Et puis il y a aussi le territoire qui va accueillir toutes ces mobilités ou ces nouvelles mobilités qui va devoir s'adapter. Donc il y a une mise en place, la mise en place d'une ZFE, ça va nécessairement devoir se penser de façon transversale et nécessiter des aménagements urbains qui vont permettre d'anticiper certaines contraintes. Donc ces anticipations, elles ne sont pas toujours encore analysées ou concrétisées, je dirais. Les infrastructures de recharge, bien sûr, mais pas que. Il va y avoir besoin de mettre en place, de restructurer complètement les schémas logistiques directeurs, c'est-à-dire que les entrepôts vont devoir se rapprocher du centre-ville, en tout cas, ou être plus petits. La mise en place de hubs urbains, c'est déjà le cas dans pas mal de métropoles, mais c'est vraiment un sujet très important aujourd'hui. Et puis, la construction de parkings relais aux entrées des métropoles. Donc voilà, il va falloir repenser aussi la logistique et puis toute son organisation pour pouvoir effectivement avoir des entrepôts de plus petite taille, des centres-villes mutualisés dans les parties moyennes couronnes pour que justement la logistique du dernier kilomètre, elle puisse se faire, en tout cas ce dernier kilomètre puisse se faire avec des véhicules électriques ou vraiment déployer une cyclo-logistique sur ce dernier kilomètre. Mais il faut pour cela que les entrepôts se rapprochent du centre-ville, donc de la mutualisation en tout cas du fret pour qu'on puisse limiter le nombre de véhicules accédant au centre-ville. Donc voilà pour le petit, je dirais, la petite vision d'ensemble des difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui. Donc pour vous accompagner, ou en tout cas pour accompagner la mise en place du renouvellement de flotte et puis la mise en place des ZFE, on va avoir aujourd'hui des aides qui vont être proposées à différents niveaux, à la fois nationales, comme on a parlé un petit peu Laureline, et puis à la fois locales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous dirai simplement qu'elles sont multiples, mais qu'il faut savoir aller chercher les informations. Il y a effectivement le bonus écologique pour le changement de véhicule qui peut se cumuler à la prime à la conversion. Le microcrédit pour les ménages ou pour les personnes en situation financière un petit peu compliquée. Et puis, ça, c'est pour la partie nationale, mais au niveau local, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau des régions, des métropoles, des communes, des CCI. Donc, il faut pas hésiter à contacter votre commune ou votre métropole pour avoir toutes ces informations. Et puis, le maître mot, je dirais, comme dans plein de choses, c'est l'anticipation en fait, pour que vous ayez toutes les cartes en main, en tout cas pour pouvoir prendre les décisions les plus adaptées. Je vais juste faire un petit point j'ai parlé des différentes méthodologies, des différents véhicules aujourd'hui et motorisations proposées. Un petit focus sur le rétrofit, parce qu'aujourd'hui, le rétrofit, ça peut être une solution qui est intéressante à la fois sur le coût et le calendrier à respecter, c'est-à-dire que le rétrofit, c'est en fait passer à l'électrique sans vraiment changer de véhicule. Donc, depuis le 4 avril 2020, il est autorisé de transformer son véhicule de motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Donc, cette pratique qu'on appelle rétrofit, elle peut varier en fonction des rétrofiteurs. Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on dit, mais d'une entreprise à une autre. Mais voilà, pour une réponse adaptée, si le sujet vous intéresse, il faut contacter une entreprise qui fait du rétrofit sur votre territoire et qui pourra vous donner toutes les informations liées à votre demande et à votre type de véhicule. Mais en tout cas, ça permet de bénéficier aussi des avantages d'un véhicule électrique à moindre coût, même si c'est effectivement le passage au rétrofit va vous demander un certain investissement, il sera certainement rattrapé après sur le coût à l'usage et le coût à l'entretien d'un véhicule électrique qui sont moins importants qu'un véhicule thermique. On vous mettra les liens ou on vous les transmettra. En tout cas, si le sujet vous intéresse, il y a un site internet dédié de toute l'industrie du rétrofit électrique. Et en termes de coût, il faut compter à peu près 8 000 € pour une petite citadine. Pour un véhicule de plus gros gabarit, il faudra peut-être compter entre 15 et 20 000 €. Mais encore une fois, ça peut vous permettre de retrouver l'investissement sur le coût à l'usage du véhicule. Voilà pour la partie, en tout cas, des solutions qui vous sont proposées.
Concernant où se renseigner, c'est aussi une des difficultés qui concerne les ZFE et c'est peut-être le côté un peu obscur de quand on se retrouve confronté à la mise en place d'une ZFE sur son secteur d'activité ou sur son territoire. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'informations, notamment les sites gouvernementaux qui sont assez riches. Donc, on en a mis quelques-uns en lien dans le chat, mais n'hésitez pas à les consulter. Ils sont riches en informations. Un autre document que vous pourrez trouver aussi sur le site de l'Union TLF, qui est vraiment indispensable pour comprendre l'état des réglementations, aujourd'hui l'avancée des déploiements. Il y a un guide, en tout cas de la mise en place des ZFE, qui est mis à jour régulièrement et qui est vraiment très, très utile. Les collectivités locales aussi, comme je vous l'ai dit. Et puis pour ceux qui peuvent avoir un maillage européen dans leur secteur d'activité, il y a aussi un site internet qui recense les différentes informations sur les ZFE en Europe, avec une application mobile qui est assez bien faite. Et puis je terminerai avec aujourd'hui la mise en place Interlude, enfin le programme Interlude, qui met en place des chartes de logistique urbaine durable un petit peu partout sur le territoire et qui a récemment mis en place une application qui permet qui s'appelle ZFE Green, là encore on vous mettra les liens, mais qui permet en fait d'avoir à jour la liste des ZFE en fonction de son véhicule, les conditions de circulation, est-ce que je peux y aller, est-ce que je ne peux pas y aller, puisque aujourd'hui c'est vrai que pour une entreprise qui a un maillage national, le responsable de flotte et l'organisation des tournées ou des transferts de marchandises se complexifie énormément. Donc, c'est un outil très précieux. Je vous invite à aller le consulter. On va arriver sur la fin du webinaire. On abordera les questions-réponses. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que les ZFE, finalement, il faut le voir comme une opportunité? Comme je l'ai évoqué, il y a la possibilité de voir se multiplier donc, des espaces logistiques urbains qui entrent en concordance avec le besoin, finalement, de rapprocher la logistique des centres-villes. Donc, toutes les ZFE vont imposer finalement de nouveaux points de stockage sur lesquels la logistique urbaine va devoir s'appuyer. Mais ça peut être vu en tout cas comme une opportunité à mon sens parce que la ZFE, ça donne l'opportunité, la possibilité de repenser la fabrique urbaine, les schémas directeurs logistiques, peut-être en développant une autre organisation, mais il faut réfléchir de façon transversale et anticiper en tout cas les conséquences de ces mesures. Donc, par la nécessité peut-être de développer des parcs relais aux entrées, des interdictions, etc., mais aussi des infrastructures logistiques. Donc, la mise en place aujourd'hui d'un hub urbain pour pouvoir justement réaliser le dernier kilomètre en électrique ou en cyclo-logistique, ça pose vraiment une question significative sur l'espace urbain disponible aujourd'hui pour mettre en place ce type de structure. Et puis, le coût du foncier en ville aujourd'hui qui est important. Donc, finalement, comment on va pouvoir rentabiliser aussi ces hubs pour les entreprises qui les mettront en place. Et puis, il y a d'autres questions pour les entreprises, comme par exemple, comment je dois organiser ma gestion de flux. Donc, pour pouvoir répondre à cette multitude de points aujourd'hui, ça, c'est vraiment un des enjeux fondamentaux pour les acteurs économiques, sur quel délai on doit s'engager, comment réduire les délais de livraison, etc. Donc, il est vraiment nécessaire en fait d'accélérer la digitalisation pour permettre d'avoir une gestion des stocks qui est très précise et qui va faciliter finalement l'accès à ce centre-ville qui sera restreint. Il faut aussi, je pense, évoquer le fait que la mise en place d'une ZFE, ça va peut-être aussi soulever des inégalités urbaines et des inégalités sociales. Ce ne sera pas la portée de tout le monde de pouvoir changer son véhicule. Donc, certainement pour les revenus les plus modestes, ça va complexifier encore davantage l'accès au centre-ville. Et puis peut-être aussi le fait de repousser tous les véhicules plus polluants, je dirais, à l'extérieur des villes, ça peut aussi impacter les périphéries des milieux urbains qui sont aussi bien denses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact environnemental est plus important dans une métropole, donc c'est ce qu'a privilégié l'Europe et le gouvernement pour mettre en place les ZFE. Mais il ne faudra pas que ce soit déplacer le problème sur nos campagnes. Et puis je terminerai en disant que c'est aussi peut-être à chacun finalement de s'interroger sur son propre rapport à la mobilité.
Et puis, d'une part, mais aussi sur la consommation de chacun. Et puis, cette quête effrénée à la livraison en 24 heures, voire même en moins de 2 heures quand on est sur Paris. Donc, est-ce que ça n'a pas perdu finalement un peu de son sens au vu des enjeux environnementaux aujourd'hui et sociétaux auxquels nous sommes confrontés? Voilà pour ce que nous avions à vous dire pour vous permettre de comprendre les ZFE. Je vous laisse pour poser les questions. S'il y a des questions, on est totalement disponible pour y répondre. Et tout à fait, bah, merci. Le temps que les participants réfléchissent à leurs questions, merci Sandrine, merci Laureline. C'était bien dense, c'était clair, c'était complet. Donc Alors, j'espère qu'on n'a pas effectivement, été trop rapide, hein, parce que dans le sud, on parle vite. Donc, j'espère qu'on ne vous a pas perdu. non, ça va. Très très bien. Non, non, c'est parfait, c'est parfait. Compte tenu de la densité des informations, il fallait avoir ce débit. C'est un bon débit. Donc, parmi les participants, est-ce qu'il y a des questions en suspens? Est-ce qu'il y a des participants qui se disent, tiens, il y a des choses qu'on n'a pas bien compris ou on aimerait en savoir plus? Après, comme je l'ai dit, on pourra toujours, voilà, nos coordonnées, je pense que tu les transmettras, Jean-Baptiste. Oui, tout à Donc fait. voilà, que les gens n'hésitent pas à nous poser des questions. Merci Nicolas. Et on enverra la présentation. Je rajouterai peut-être dans la présentation tous les liens qu'on a évoqués pour que voilà, vous ayez une petite ressourcerie de liens web où aller chercher les informations au même endroit. Ça peut vous faciliter la tâche pour savoir quels ZFE vous concernent en tout cas. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va le publier sur à la fois notre page LinkedIn, à la fois sur, auprès de nos adhérents, de nos abonnés à la newsletter. Donc ça, et on va mettre un lien disponible aussi pour ceux qui veulent le télécharger. Donc c'est tout bien préparé. Parfait. Donc pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. En même temps, il y avait déjà beaucoup d'informations, hein, donc souvent on a des questions quand il manque des informations, mais là, la densité d'informations était au rendez-vous. On a tous les liens pour aller chercher, les infos pour, s'organiser pour le futur, donc c'était très complet. Bon, parfait. En tout cas, Jean-Baptiste, merci pour l'invitation et merci aussi à Alpes Supply Chain de nous avoir conviés à vous faire cette présentation. Ah, nous n'invitons que des experts. Voilà, et bien merci. Si les participants n'ont pas de questions, on va pouvoir, finaliser ce bel événement, ce beau webinaire. Merci à Laureline et à Sandrine pour, toutes leurs informations, la clarté des explications, tous les liens, le support de présentation. Je pense que maintenant c'est plus clair pour ceux qui ont participé au webinaire de comprendre les ZFE. On repart avec un tas d'éléments pour pouvoir s'organiser dans sa vie pro et donc aussi perso avec cette réflexion de comment on consomme de la mobilité, chacun de son côté. Super. Bon, merci beaucoup à tous et puis Merci. à très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.